professionnels du cinéma, M. Walid Bara, communicateur, chers invités, très chers amis de la presse, bonjour. Bienvenue à cette rencontre qui nous permet d'aborder une question fondamentale dans le monde de la création cinématographique. Une question de face, précise. Comment rémunère-t-on les créateurs cinématographiques? C'est une question qui va nous permettre en vérité de donner des clés afin de permettre aux créateurs filmiques de bénéficier amplement des fruits de leur création. Notre rencontre va se faire en deux temps majeurs. Premièrement, nous aurons la présentation de notre concept FASO Film Forum qui donne lieu à cette rencontre. Ensuite, nous allons passer à la communication sur le thème qui a été affiché tout à l'heure et qui sera animé par M. Walid Bara. Sur ce, je passe la parole à M. le directeur général de la BCA pour le premier acte de la rencontre. M. Moussa Alex Sawadogo, vous avez la parole. Bonjour. Je demande à ceux qui sont derrière de s'approcher d'une initiative de l'agence burkinabé de la cinématographie et l'audiovisuel. Se veut une plateforme de dialogue entre, disons, les institutions publiques et les acteurs professionnels du cinéma. Nous avons initié cette plateforme afin de pouvoir permettre des échanges directs entre les deux structures, c'est-à-dire les acteurs. Des créateurs qui accompagnent la création indirectement. Je prends l'exemple de l'œuvre cinématographique, puisqu'on est dans cet exemple-là. Pour créer une œuvre cinématographique, on a besoin d'un scénario. Donc le scénariste est l'auteur. On a besoin d'un dialoguiste qui fera donc, qui va écrire donc les dialogues. Mais on a besoin des comédiens pour tourner ce film. Ces comédiens-là participent à la création de l'œuvre, mais ne participent pas directement, indirectement, puisqu'ils interprètent, exécutent l'esprit et la vision du réalisateur et du scénariste. Donc, ils bénéficient de ce qu'on appelle les droits voisins. Le producteur, par exemple, qui injectera donc le financement, participe aussi à la création de l'œuvre par son financement. Il est donc titulaire aussi également de droits voisins. Donc, c'est des droits qui ne portent pas atteinte aux droits d'auteur, mais qui sont à côté du droit d'auteur. Voilà pourquoi on les appelle des droits connexes ou des droits voisins, pour le cas du cinéma. D'accord. Ce que regarde, c'est comme ce que vous l'avez développé, vous avez parlé pour ça sur les questions des scénaristes, c'est ce que vous appelez dialoguiste, et puis le réalisateur, c'est celui qui est le détenteur même des droits en tant que tel. Et les droits voisins, ça revient aussi pour la question des compositeurs de musique de film. Ça, c'est lorsqu'il a composé la musique juste pour le film, ou si c'est la musique qu'il allait chercher ailleurs, ou si c'est la musique qui existait déjà, qu'il a posée après le film. Il y a la question aussi des acteurs, c'est-à-dire les comédiens et tout ce qui s'ensuit. Mais par contre, est-ce que les directeurs de photographie, les monteurs, les chefs de décorateurs sont considérés comme des personnes qui doivent bénéficier des droits dans la production cinématographique? Non, les techniciens comme les monteurs, les costumiers, les directeurs de la photographie ou le perchman, d'autres. Bon, c'est pas tout, hein, je vois Tam qui se promène avec sa caméra qui veut forcément que je dise l'environnement aussi. Malheureusement, ils ne sont pas pris en compte dans le code de la propriété intellectuelle. Voilà. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi les autres? Pourquoi pas eux? Tu comprends un directeur qui paye un caméraman, disons, et puis. Mais c'est ce que la loi a prévu, le code de la propriété intellectuelle a prévu que c'est ceux qui participent directement à la création de l'œuvre qui sont titulaires de droits d'auteur. Et ceux qui accompagnent sont titulaires de droits voisins. Maintenant, les autres qui gravitent autour de l'œuvre, notamment les caméramans, sans ignorer les apports assez
estimables, les costumiers, les maquilleuses, ne sont pas pris en compte par le code de la propriété intellectuelle. Mais je pense que ça peut être le fruit d'un combat, parce que les droits voisins aussi également de la musique sont venus en 1962 parce que les producteurs de musique à un moment donné se sont dit, mais c'est vrai que derrière le succès des chanteurs, c'est bien de voir l'artiste interprète à la télé, d'écouter à la radio, mais derrière cela, il y a un investissement qui est conséquent qui a été fait et cet investissement, on ne peut pas le négliger. Et donc, ils se sont constitués en force de proposition, ils ont mis beaucoup de pression. Et en 1962, la Convention de Rome a consacré donc les droits voisins pour les producteurs de phonogrammes, ensuite pour les interprètes de la musique, ensuite pour les interprètes du cinéma, mais aussi pour les organismes de radiodiffusion. Donc peut-être que le 9 janvier peut être le début d'un long combat pour certains métiers annexes du cinéma afin d'aboutir à leur reconnaissance et à leur prise en compte dans la question du droit d'auteur et des droits voisins. Je crois que c'est des choses qui bougent, c'est pas, voilà, c'est pas statique, donc voilà. D'une manière très Mais je vous demande pas d'aller après cette conférence-là au Bévélia pour commencer le jour. C'est le droit aussi de pouvoir les mamans. Parce que Rubien a dit que il est important que. C'est au minimum 80 films, 80 prix et récompenses officielles au FESPACO, au Canada, en Europe, aux États-Unis d'Amérique et un peu partout en Afrique. Notre artiste du jour a reçu la médaille pour le combat des femmes dans le cinéma au Festival de Luxor en Égypte et a été distingué en 2019 chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographique. En 2020, elle est installée ambassadrice du Musée national. Kounandi, notre corpus du jour, a reçu le prix Micheline Vaincourt à Vue d'Afrique et le prix court-métrage à Pan African Film Festival de Los Angeles. Cette masterclass est une invitation d'abord à comprendre comment naît un film comme Kounandi, ensuite à interroger les choix esthétiques et éthiques de la réalisatrice, enfin à réfléchir au rôle du cinéma dans nos sociétés. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers étudiants de l'ISIS, chers cinéphiles, pour échanger avec nous sur son film, son parcours, sa vision du cinéma, nous recevons avec plaisir et avec beaucoup de respect Apolline Traoré, réalisatrice du film Kounandi, que je vous demande encore d'applaudir. Bien sûr, je prends l'amour. L'amour grand A, attention. L'amour n'est pas juste entre hommes et femmes. L'amour d'une famille, l'amour d'un ami, l'amour de collègues. Je pense que quelles que soient les difficultés qu'un monde en train de vivre, un pays, un peuple en train de vivre, c'est l'amour qui nous tient. Sans cet amour-là, on va tous se détruire. Donc c'est important. Je pense que c'est ce qui fait la création. On est tous créés, même s'il y a des couacs, on est tous créés, tous entre nous ici, à base d'amour. Je dis d'amour grand A. Voilà. Maintenant, les dérivés de cet amour-là, à vous de juger. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Alors, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, parce que j'ai voulu faire du cinéma très jeune. Mais je ne savais pas c'était quoi le cinéma. Parce que comme j'ai pas grandi à Ouaga, moi je suis productrice à défaut. Je n'aime pas ça. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. La seule chose que je kiffe, comme vous parlez, c'est réalisatrice. Vraiment. J'ai été formée pour ça, je suis une pure technicienne. Et tout le reste, je le fais à défaut. Les difficultés, c'est, voilà, tu reçois des noms, il faut encaisser. Voilà, il faut faire des recherches, il faut des stratégies, il faut un producteur qui va t'aider. Dieu merci, depuis 10 ans, j'ai un producteur
qui fait lui son travail de son côté, moi je fais mon travail de mon côté. Et puis voilà, il y a des stratégies, on cherche des fonds et on essaie de les avoir. Maintenant, moi je pense que ça c'est un processus que tout le monde a en tant que producteur. Après, moi particulièrement, ma plus grosse difficulté c'est la gestion de cet argent-là sur le plateau. C'est la catastrophe. Ouais, c'est vraiment la catastrophe. Et moi, j'ai un gros problème. Vous pouvez regarder mon film. Vous pouvez critiquer l'histoire. Vous pouvez critiquer la technique. Vous pouvez dire tout. Ça ne m'atteint pas. Mais la chose qui m'atteint, et je ne vais pas dormir pendant une semaine, quand vous me dites que mes acteurs sont mauvais. Ça, je le prends très, très personnellement parce que je prends vraiment toute cette responsabilité sur ces acteurs-là. Donc, je passe énormément de temps à répéter avec eux. Et pourquoi j'ai tendance, c'est pas tout le temps, j'ai tendance à aller vers des nouveaux, parce que pour moi, ils sont plus modélables. Hein? Je peux les manager, je peux les tirer, je peux les faire à ma sauce. Souvent, on a des professionnels qui ont duré dans le métier, qui malheureusement, parce que c'est pas de leur faute une fois de plus, malheureusement, ils ont fait un parcours, ils ont répété. Vous les voyez dans 10 films, ils jouent la même chose. Et le réalisateur ou la réalisatrice ne prend pas le temps, parce qu'ils les ont vus X, Y, Z, parce qu'ils sont connus. On ne les change plus, on ne les modèle plus, on ne les emmène plus à être autre chose. Donc les pauvres, ils vont faire ce qu'ils peuvent. Un acteur n'a pas le miroir de lui-même. C'est nous les réalisateurs qui avons l'œil. Donc c'est à nous de dire, bon, d'habitude, tu fais ci. Je fais souvent, je taquine toujours tonton Razo. Hein? Dans tous ses films, il a cette même moue-là. Et c'est inconscient. Mais il faut que le réalisateur en face lui dise, bon Razo, pour ce personnage, je ne veux plus que tu fasses cette moue. Mais si tu le laisses, il va le faire. Voilà. Donc moi, particulièrement, j'ai cette approche avec les acteurs parce que pour moi, c'est eux qui délivrent le message. Donc je travaille énormément avec eux pour qu'ils m'apportent ce que je veux. Quand je regarde aujourd'hui Kunandi, j'étais en train de fermer mes yeux parce qu'il y a certains qui sont pas bons. Ouais. Il y a certains acteurs là-dedans qui sont pas bons, mais après c'est ma faute une fois de plus. Voilà, c'est moi qui les ai castés, c'est moi qui les trucs, mais avec l'expérience, je ne vais jamais permettre une chose pareille après. Voilà, donc ta deuxième question c'était peut-être que ça a un peu changé, mais pas vraiment. Je sentais déjà une frustration parce que toutes les histoires que je donnais n'étaient pas dans la convention hollywoodienne. Pour percer aux États-Unis, il faut faire du film américain. Le cinéma d'autrui n'est pas ouvert encore là-bas. Et comme vous le constatez, quand ils veulent parler de nos histoires, ils ne nous prennent pas pour parler de nos histoires. Ils viennent prendre nos histoires et ils la mélangent, ils la tournent et ils le font à l'américaine. Donc il n'y a pas l'authenticité de notre culture. Et je me suis rendu compte ça très vite. Et je me suis dit non, si je reste ici, je sais comment me battre pour y arriver en tant que réalisatrice américaine là-bas, mais je vais finir par faire des films américains qui ne m'intéressent pas. Donc c'est pourquoi je suis venue m'asseoir à Ouagadougou. Merci. On va essayer d'aller rapidement. C'est vrai qu'on a en face des étudiants. Ouais. Je pourrais dire peut-être sur Syrah, pour ceux qui l'ont vu, la scène de l'accouchement. La scène de l'accouchement est écrite de la manière où elle doit être complètement dénudée pour accoucher. Ce qui est normal, parce qu'elle est seule. Bon. Et de la manière dont je voulais le filmer comme je l'ai filmé de côté, pour que rien ne soit dévoilé. C'est écrit, exactement, dans le scénario. Elle enlève ses habits, tirait, elle soit nue, blablabla. Bref, donc ça est dans le scénario. Elle l'a lu. Elle a signé son contrat. On est allé en répétition. Maintenant, le jour là, tu dis que tu n'enlèves pas ton habit, c'est comment? En répétition, elle était habillée. Elle était habillée ou elle était nue? Bah, elle était habillée. Non. Elle a lu le scénario.
Elle a signé son contrat, et en plus de ça, même j'ai augmenté son contrat à cause de ça. Oui, mais est-ce Maintenant, que tu le jour-là... Attends. Est-ce que tu lui as dit, pendant la répétition, ce que tu es en train de faire, c'est de la répétition. Mais le jour J, tu vas mettre ton caleçon comme ça. J'ai pas besoin de lui dire. J'ai pas besoin de lui dire. Elle a lu. Et j'ai pas besoin de la déshabiller en répétition. Et en plus de ça, c'est que tu n'attends pas la veille de cette scène-là pour venir toquer à ma chambre avec des larmes pour dire que tu ne vas pas... Voilà, on a compris quoi. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et comment ça s'est passé? Ben, je l'ai défoncé. La fin. Faut pas... Où sont les caméramans là? Verbalement ou physiquement? Défoncé. La fin, comment ça? Et défoncé verbalement ou physiquement? Non, en fait, Dieu... Non, je t'explique. C'est Dieu même qui l'a aidé. C'est Dieu qui l'a aidé parce que le faux ventre qu'on a commandé depuis Jakarta c'est un vrai ventre, un faux ventre qu'on a truc. Sa chance, c'est que le ventre là était en culotte. Vous voyez, donc c'était un short machin qui... Jean Boulan et puis... Voilà. Donc, du coup, comme c'était un short et que les lacets venaient là, il fallait que je couvre les lacets. Donc, j'étais obligée de couvrir les lacets, laisser le ventre et mettre son pagne pour couvrir les lacets pour qu'on ne sache pas que c'était un short qu'elle avait porté. C'est ça qui l'a sauvée. Sinon, non. Dieu l'a sauvé. C'est Dieu qui l'a sauvé, non, parce que à la limite, je peux comprendre, hein. Tu avais lu le scénario, on a écrit pendant les répétitions, tu peux m'en parler pour me dire, bon, je suis pas confortable, et je vais voir comment on va réaménager, parce qu'il faut aussi que tu sois à l'aise et tout, mais pas la veille. Ne faites pas ça, vous les acteurs. Ou bien quand vous arrivez sur le plateau de tournage, c'est là maintenant que vous voyez que tout le monde est en train, les yeux braqués sur vous, mais ils ne sont pas braqués sur vous, ils sont en train de faire leur travail. Et c'est en ce moment-là que vous dites, il n'y a pas de Justement, Apollo, ce qui revient à dire, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs qui sont dans la salle, c'est important de tenir compte de cela lorsque vous signez un contrat avec un acteur, surtout le producteur qui signe le contrat, et même les scénarios. S'il a lu le scénario, il va falloir que vous signiez vraiment être clair avec la personne. S'il y a des scènes comme ça, bon, c'est très rare dans notre cinéma. C'est toujours important de rappeler, bon voilà, il y a des scènes qui sont un peu difficiles. Est-ce que tu es prêt à... Je vais ajouter, parce que justement quand je faisais mon IRAMA, où j'avais je crois 23 ans et tout, je comprenais pas très bien français, je mélangeais l'anglais, machin et tout. Je suis venue sur un plateau, tout le monde était plus vieux que moi, je n'arrivais pas à m'imposer, tout. Et la personne qui est devenue mon père aujourd'hui, qui est Razo, je pense que c'était ça le malentendu, le beau malentendu, parce que un beau matin, je ne sais même plus, je peux même pas te dire pourquoi, mais j'ai éclaté sur Razo, éclaté complètement sur lui, ce papa qui peut être mon papa. Et je lui rappelle ça tous les jours. C'est à partir de ce jour-là, quand j'ai fait ça avec Razo, que toute l'équipe a commencé à me respecter. À quelque chose de malheureux. Ouais. Des gens sera très tordu. Beaucoup de bébés cinématographiques. Il a le sale bébé.